Ah, c'est marrant, on vient de voir le décompte, enfin le visuel avec vraiment tous les webinaires qui se sont enchaînés durant cette année et dire qu'on est là maintenant déjà à la toute dernière ligne, le tout dernier webinaire de cette saison, de cette année scolaire. C'est fou ça, c'est passé à une vitesse V prime. En tout cas, merci beaucoup d'être là, fidèle au rendez-vous pour ce tout dernier webinaire, un webinaire qui va nous permettre de vivre quelque chose d'unique. On ne l'a jamais fait de par le passé, c'est-à-dire vraiment vous donner durant la quasi-totalité la parole à vous. Quand je dis à vous, c'est aux référents qui ont participé donc à tout un processus sur lequel Mike va revenir quelques instants. Mais donc, vous avez votre casquette de référent numérique. Vous avez produit des fiches et donc vous allez venir nous les présenter. Ça, c'est le principe général. Donc, voilà, si c'est vraiment un webinaire par les référents numériques, pour les référents numériques et les enseignants qui nous regardent maintenant, que ce soit en direct, vous êtes déjà un fameux petit nom, ou bien en différé, évidemment. Et puis, au niveau du programme général de ce webinaire, donc je l'ai dit dans quelques instants, Mike Michaud viendra nous rejoindre pour venir donc nous poser un peu le cadre. Que s'est-il passé avant ce webinaire? Comment a-t-on préparé celui-ci? Et puis, il nous rappellera aussi succinctement le rôle des référents numériques. Je sais que vous êtes pas mal encore à nous interpeller pendant les formations que l'on donne en école ou ailleurs, en nous disant mais les collègues comprennent pas toujours bien le rôle du référent. On va un peu reposer donc le cadre dans quelques instants. Et puis la grosse partie du webinaire, ce sera donc pour pouvoir découvrir les fameuses activités qui sont proposées. Et pour ça, lui, il a sa casquette de CTP. Elle est toute jolie. C'est Mike. Bonsoir Mike. Salut Marc, merci pour cette jolie casquette en tout cas, Ah, l'intelligence artificielle fait des merveilles, hein. il me semble. Alors, Mike, je le disais, donc on est parti avec toi pour lancer, on va dire, ce sprint de 13 activités à découvrir. Et d'abord, voilà, que s'est-il passé en amont de ces activités? On Ben t'écoute. voilà, bonsoir tout le monde. Alors je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler et surtout vous expliquer, pour certains qui ne le connaissent pas, le processus qui a été vécu par les référents numériques cette année. Alors on a changé un peu la formule. D'habitude, on avait des formations où on apportait pas mal de contenu. Et cette année, on s'est dit, tiens, on va un petit peu changer. Et vous voyez que ce processus s'est déroulé en 5 étapes. La première étape était une matinée à destination des référents numériques où les référents pouvaient venir et découvrir le processus. Suite à cela, on a fait une autre matinée où là, ceux qui se sont inscrits pour le processus ont pu créer du lien entre eux, avoir des apports et commencer à réfléchir à des activités qui pouvaient se vivre en classe. On s'est revus lors d'une autre matinée et à ce moment-là, on a décidé du coup de vivre les activités directement dans les classes. C'est-à-dire que c'est bien de préparer une activité, mais voir ce que ça donne sur le terrain, c'est encore autre chose. Puis on s'est retrouvé encore une matinée, on a analysé les visites qui se sont passées dans les différentes classes, dans les différents diocèses. On a créé des fiches d'activité qui seront à votre disposition à la fin du webinaire et on a préparé en fait le webinaire final. C'est l'étape 5, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est donc l'occasion de vous présenter le fruit de notre travail. Alors, au niveau de la ligne du temps, ben, vous voyez, c'est les différents modules que je viens de vous présenter. Donc, la première matinée de présentation, c'était au mois de novembre. Et puis, voilà, on s'est vu au mois de janvier, on s'est vu au mois d'avril, mai, juin. Là, il faut avouer que c'est vrai que la partie avril, mai, juin a été bien dense entre les activités qui ont été testées, entre les retours du terrain et la préparation du webinaire. C'est sûr qu'on n'a pas chômé, que les référents numériques ont quand même bien bossé pour vous préparer, ceci dit, un travail de qualité qu'on va vous montrer tout de suite. Alors, Marc vous parlait des missions et des profils des référents numériques. Alors ici, une simple dia. On a d'autres éléments qu'on peut vous apporter si vous êtes en questionnement et que vous dites, tiens, moi j'ai envie d'être référent numérique, mais je cherche un peu un profil avec différents éléments, les missions, etc. On peut vous apporter des éléments plus concrets.
Mais en gros, pour nous et pour la DEF, c'est-à-dire pour le CEGEC, fondamental, ce qu'est un référent numérique, c'est un lien, c'est une personne de lien entre la direction, l'équipe éducative, mais aussi les personnes qui représentent ici le CEGEC. Donc, vous voyez les CTP comme nous, les membres de formation comme l'IFEC. Et donc, leur objectif à eux, aux référents, c'est de pouvoir aider, de pouvoir conseiller les collègues suite aux apports qu'ils auront eus lors des formations. Être garant d'un projet numérique dans l'école. Et alors, vous voyez sur la dia à gauche, il y a une petite parenthèse où on essaye de plus en plus de faire comprendre que le rôle de référent numérique, même si on sait que sur le terrain, malheureusement, c'est le cas, ce n'est pas uniquement être là pour gérer les problèmes techniques du matériel qui est présent dans l'école. Pour nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment promouvoir au sein des classes tous les projets qui sont au numérique et par le numérique. Alors, parallèlement à ces missions de référent numérique, notre travail a été donc de construire des fiches et élaborer des fiches d'activité à destination des enseignants. C'est-à-dire que les participants qui sont là aujourd'hui sont peut-être des référents numériques, sont des directions, mais peut-être aussi vous êtes enseignant et vous vous dites, tiens, le numérique, moi, dans ma classe, ça me paraît tellement insurmontable, je ne sais pas très bien par où je vais commencer. Eh bien, vous voyez le nombre 13 qui est présent ici. Nous avons, en fait, grâce à ce processus, cette année, dans les différents diocèses, élaboré 13 fiches d'activité qui ont été testées dans les écoles. Donc, franchement, c'est plutôt un beau travail. Et vous verrez que les fiches d'activité, on a essayé qu'elles soient les plus succinctes possibles, sans rentrer dans des fiches d'activité ou des longues préparations. Donc, vous verrez l'essentiel des activités. Alors, ce qui va vous être présenté ici tout au long du webinaire, c'est des traces, des vidéos, des témoignages de ce qu'on a vécu, mais pas de panique, vous aurez surtout toutes les fiches d'activité disponibles dans le Digipad. Marc vous en parlera à la fin et elles seront à terme disponibles sur le site de la salle des profs. Voilà. Alors, on va commencer par le diocèse de Bruxelles-Brabant. Et donc, pour cela, on a réalisé des activités dans 5 écoles différentes. Alors, ma collègue Françoise va me rejoindre et donc c'est elle qui va prendre la main pour pouvoir vous présenter les premiers groupes et les premiers témoignages. Salut Françoise. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier groupe de notre diocèse qui a réalisé une activité, donc c'est le groupe d'Alexandra, François, Thierry et Alexis. Et malheureusement, eh bien, aucun des 4 n'était disponible ce soir pour participer au webinaire avec nous. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Je prends le relais et je vais vous présenter donc cette première activité. Donc le groupe est parti d'une activité qui se trouve sur la salle des profs et que vous pouvez aller rechercher parce qu'on a parlé des 13 activités d'aujourd'hui, mais évidemment, il y en a d'autres sur la salle des profs. Et cette activité est une activité pour les P4 qui permet d'effectuer une recherche sur le web. Alors, quand je dis qu'ils sont repartis de cette activité, c'est parce qu'ils ont modifié un petit peu certaines choses, notamment la situation de départ. Donc, ils ont eu un super prétexte. Donc, dans la classe où l'activité a été testée, ils ont travaillé avec le projet Des racines pour grandir. Donc, c'est un super projet qui permet aux enfants de réaliser un exposé sur leur origine familiale. Et l'idée ici était donc de demander aux enfants d'arriver avec un livre qui parle de leur pays d'origine. Et puis, il y a eu 2 groupes. Et pendant 15 minutes, un groupe a cherché dans les livres des réponses à plusieurs questions en lien avec leur pays. Donc des questions type la capitale, le nombre d'habitants, la superficie, les pays limitrophes, etc., etc. Vous voyez le type de questions. Et pendant 15 minutes, donc, un groupe a cherché dans les livres et un autre groupe a cherché sur un ordinateur, sans plus de consignes. Après 15 minutes, on change.
Donc, ceux qui étaient sur les livres passent sur les PC et ceux qui étaient sur les PC passent dans les livres. Et là, on arrive ensuite à un petit papier, tout petit, tout simple. On demande les avantages et les inconvénients du support papier et du support numérique. Donc, les élèves ont noté au minimum un avantage, un inconvénient partout. Et puis, il y a eu échange et on remarque que le support papier, c'est plus précis, que malheureusement, ça met plus de temps. A contrario, du coup, l'avantage du support numérique, c'est que ça va plus vite. Et l'inconvénient du support numérique, c'est que parfois, les informations peuvent être fausses. Ça, ils l'ont déjà compris en 4e primaire. C'est vraiment les éléments principaux qui ressortaient de tous les échanges. Dans la suite de l'activité, donc l'enseignant demande, oui, ok, mais quand vous avez cherché sur quel moteur de recherche? Forcément, Google ressort en première liste et grande nouveauté, j'ai appris que ChatGPT était également un moteur de recherche. Voilà, donc il a fallu commencer à faire la distinction entre moteur de recherche, barre de recherche, barre de navigation et intelligence artificielle. Donc on a remis un petit peu de vocabulaire en place, etc. C'était pas plus mal. L'enseignant a présenté ici plusieurs moteurs de recherche et il a demandé, oui, ok, et est-ce qu'il existe des moteurs de recherche pour les enfants? Et donc on se renseigne, on voit, on compare, on fait des recherches sur les ordinateurs, du coup, pour essayer de comprendre un petit peu si les différents moteurs de recherche qui sont ici sont des moteurs de recherche pour enfants ou pas. Donc, on fait les recherches, on regarde, on compare. Et ensuite, on fait un test, parce qu'on a découvert que, du coup, Quant Junior était un moteur de recherche pour enfants, que Google ne l'était pas. On fait une petite recherche avec les mots « accident du sang », et on se rend compte que sur Google, on se retrouve avec pas mal de publicités, des contenus qui ne sont pas toujours adaptés aux enfants, que certaines images peuvent même faire un petit peu peur. Tandis que sur Quant Junior, il n'y a aucune publicité, les contenus sont adaptés et il y a des petits pansements sur les images un petit peu trop sensibles. Et donc, en fait, il n'y a pas d'image sensible. On se retrouve bien sur un moteur de recherche adapté aux enfants. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de retrouver dans Wikimini, qui est une petite... je vais revenir sur le mot, ça va me revenir. Une encyclopédie pour enfants et on fait des recherches sur les différents moteurs de recherche qu'on a découvert un peu avant. Alors attention ici, il faut faire attention parce que Wikimini est une donc encyclopédie qui évolue constamment et les définitions qui étaient préparées dans la feuille d'exercice avaient changé. Et du coup, les enfants ont eu quelques difficultés. Donc, toujours avoir une vigilance quand vous recevez une activité, de vérifier si tout est toujours bien à jour. Voilà. Et donc, pour terminer leur activité, les élèves ont continué à faire leurs recherches sur leur pays, mais via un moteur de recherche qui était adapté. Voilà. Je me permets, Françoise, avant qu'on entame la deuxième, j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à poser vos questions relatives aux activités dans la conversation. On y répond directement. Et si on a le temps, on reprendra quelques questions en fin de webinaire. Voilà. Ok, donc c'est tout pour le premier groupe. Le deuxième groupe qui est un groupe qui a travaillé sur la sécurité et les mots de passe. Et pour ça, donc, je vais appeler Léa et Gaëlle qui ont travaillé avec Antoine qui n'est pas là ce soir. Et je Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc voilà, nous ici, nous avons travaillé dans une école, c'est l'Institut Saint-Stanislas à Bruxelles. Nous étions dans une classe de 6e année et notre but ici, c'était créer un mot de passe sécurisé.
Donc, nous avons introduit d'abord, enfin, nous avons commencé par un sondage voclap sur leurs usages à la maison. Puis, nous avons fait une activité sur la longueur du mot de passe. Ensuite, nous avons fait un classement des mots de passe sécurisés et nous avons expliqué pourquoi, enfin, on verra ça juste après. Et puis, nous avons fait un quiz sur le vocabulaire de la sécurité numérique et pour terminer, une vidéo de synthèse et une mise en commun. Voilà. Ici, c'est la première activité sur le sondage WooClap. Voilà, je vous laisse écouter. Les enfants vont raconter leur vécu. Les enseignants ont formé des binômes. Nous avions utilisé les tablettes pour faire un sondage. Dans le sondage se trouvaient des questions où il fallait répondre avec les réponses qui étaient en dessous. Et il y avait plusieurs réponses possibles selon l'avis de la personne. Le but de ce sondage était de partager ces réponses avec les autres et à voir combien de personnes avaient les mêmes réponses que nous. Pour nous, cette activité était intéressante car nous pouvions voir l'avis des autres et la réponse la plus choisie. Ça nous a appris à partager nos idées collectivement. On a appris que plus qu'il a de caractère, de mieux c'est sécurisé. Mais attention, il ne faut pas mettre trop de caractères, sinon c'est plus dur à retenir pour nous. Mieux laisser notre mot de passe en secret que pour nous. Par exemple, pour un code de 4 couleurs, il y a 256 possibilités et pour le code de 3 couleurs, il y en avait 6. On trouve que l'activité était amusante car on a beaucoup appris par rapport à l'Internet. On a appris à bien choisir des mots de passe, comme ne pas choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour un bon mot de passe, il faut des caractères spéciaux, des lettres minuscules ou majuscules et ne pas mettre des infos personnelles comme son prénom ou sa date de naissance. Dans la première activité, ils avaient beaucoup aimé. Et au niveau de la deuxième, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils avaient deux mots de passe à craquer qui étaient sous forme de code couleur. Donc, le premier code couleur, c'était un code couleur de 3 couleurs. Donc, ils avaient 6 possibilités à trouver. Ils l'ont trouvé assez facilement. Et puis, ils ont dû... Et puis, ils ont dû craquer un code à 4 couleurs. Et là, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait beaucoup plus de possibilités, qu'ils n'avaient pas assez de place sur leur feuille pour noter toutes les possibilités. Alors, certains groupes ont eu la chance de trouver le code, mais pas tous. Et ils se sont rendus compte qu'au plus le code était long, au plus il était compliqué à craquer. On avait reçu des feuilles plastifiées dans une pochette avec écrit différents mots de passe, partant du plus simple au plus compliqué. Puis, à 4, on devait les mettre du plus simple au plus compliqué. Quand tous les élèves l'avaient fait, les enseignants mettaient un code QR sur le tableau et on devait le scanner, qui nous emmenait sur un site où il y avait le même exercice avec les mêmes mots de passe, juste on devait remettre dans le même ordre. Puis on pouvait savoir si on avait raison ou pas. Donc en fait, après, ils ont fait un petit quiz sur Wayground par rapport à tout le vocabulaire lié à la sécurité sur Internet. Et on a terminé avec une petite vidéo très très courte qui vient de la série Un jour une question. Et on a fait après une petite synthèse au tableau de tout ce qu'ils avaient retenu durant la série d'activités. Donc voilà, ici on a fait un retour d'expérience. Donc les plus-values, ça permettait de tester la force des mots de passe, la prise de conscience de l'importance de protéger ses données personnelles, ne pas les divulguer à tout le monde, et être capable de créer un mot de passe efficace. Comment créer un mot de passe efficace? Les points de vigilance, il faut faire attention ici. On a eu quelques problèmes de QR code. Ils ne voulaient pas s'afficher. Les enfants voulaient absolument créer leur avatar sur Wayground avant de répondre au questionnaire. Donc là, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et par rapport à Wayground, il y a une régénération d'un QR code. Il faut faire une régénération d'un QR code parce qu'il n'est valable que 24 heures. Voilà.
les filles. Merci Léa, Merci beaucoup. Gaëlle. Merci On beaucoup. sait que on sait que c'est un exercice hyper compliqué, hein. Donc franchement, en tout cas, on a tout compris. Donc on vous remercie vraiment d'être venu ce soir et d'avoir témoigné et surtout d'avoir joué le jeu, d'avoir testé ça dans vos classes parce que je suis certain que ça va enrichir les pratiques des autres collègues. Donc merci à vous en tout cas. Merci. Merci. Alors, on va enchaîner maintenant avec une troisième activité qui concerne le conditionnel présent. Alors, pour ce que vous allez voir ici, donc les participantes, les personnes qui ont élaboré cette activité ne sont malheureusement pas présentes, mais elles nous ont enregistré une petite vidéo explicative de leur activité. Il s'agit de Camille et de Maggie. Donc, leur vidéo va arriver. C'est une activité qui s'est déroulée du côté de la commune de Jette. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre activité sur Canva. Pour mettre un petit peu en contexte, l'activité a été menée sur le conditionnel présent, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre sujet. Donc ici, je vous présenterai les feuilles données aux enfants, mais vous pouvez très bien télécharger n'importe quel document. Canva, du coup, a la possibilité d'intégrer vos élèves dans votre classe, donc de créer votre classe. Et c'est ce qui a été fait ici au préalable pour l'institutrice. Elle a sa classe sur Canva, donc c'était plus simple. Mais il y a la possibilité maintenant de faire simplement un lien de partage, de connexion pour vos élèves. Et donc, vous ne devez pas créer votre classe, encoder les adresses mail. Et c'est quand même un gain de temps. Et les élèves ont quand même accès à tout ce que vous posterez, en tout cas tout ce que vous décidez de leur partager. Donc voilà, ici le contexte, les élèves avaient un ordinateur chacun, mais il est tout à fait possible de ne faire ça qu'avec un ou deux ordinateurs en atelier tournant, ou plus, hein, mais voilà, il ne faut pas spécialement un ordinateur par élève. Donc pour ceux qui voudraient visualiser, ici on a l'interface de la classe que vous retrouvez donc sur votre écran d'accueil dans enseignement. Vous avez ensuite, quand vous sélectionnez votre classe, vous pouvez bien évidemment avoir plusieurs classes. Vous sélectionnez votre classe, il y a les adresses mail ici des élèves qui ont été encodées. Et ensuite, vous savez voir les activités, les devoirs qui ont été postés par l'enseignante. Sachant qu'on peut poster des devoirs et ne pas encore les attribuer, ça veut dire qu'ils ne soient pas encore visibles pour les élèves. Et à chaque fin de devoir, l'élève peut renvoyer pour correction au professeur qui du coup aura cette feuille qui tombera dans à vérifier, l'onglet à vérifier, et qui pourra donc être commentée, corrigée par l'enseignante autant de fois qu'elle le souhaite. Donc voici ici la feuille élève, le cours que nous avions donné. Vous voyez qu'on avait déjà importé « Si je devais mourir demain », c'était l'introduction de la leçon. Et donc les paroles de la chanson étaient données, on demandait de mettre au fluo. Donc ici, ce qui était important, c'était la façon dont j'allais aller mettre au fluo. Soit je sélectionnais et je mettais au fluo directement, soit je devais d'abord sélectionner le fluo et puis réécrire complètement le mot. Donc ça, c'était une des compétences que les élèves devaient acquérir. Ensuite, ils devaient donc parcourir tout le texte, faire exactement la même chose pour chaque forme verbale. Et on leur demandait de remplir le tableau avec les verbes conjugués qu'ils retrouvaient et de le compléter. Donc ici, de nouveau, plusieurs techniques, plusieurs attendus possibles. Soit ils allaient dans le texte le sélectionner, et donc de nouveau, deux façons de sélectionner. Soit je sélectionne en faisant clic gauche et en balayant mon doigt, soit double-clic. Ça, c'était aussi expliqué aux enfants. Et puis, la manipulation du copier-coller. Sur leur ordinateur, beaucoup connaissaient le clic droit et donc allaient sélectionner le copier-coller. Ou alors, il y a du coup les raccourcis, CTRL-C, CTRL-V.
De nouveau, une difficulté, c'était de mettre en rouge le texte, enfin la terminaison. Et donc du coup de jongler avec l'écriture de la police et la couleur de police. Et ensuite ici on leur demandait de compléter des phrases mais en changeant police, couleur. Et en plus d'aller rajouter une image qui illustrait leur phrase. Ici on voit qu'elle a choisi un chien, donc le tout était d'aller leur expliquer la recherche d'éléments de chiens, de sélectionner et de bien après le mettre en page avec le texte. Et donc on voit toutes ces phrases illustrées chaque fois. Alors l'image de nouveau, la taille devait être adaptée. Ici on voit que elle n'avait pas fini. Voilà. L'intérêt de cette activité, ce qui était vraiment top, c'est que les élèves ont pu développer des compétences aussi bien du haut numérique que du par. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont travaillé sur Canva, sur un traitement de texte. Ils auraient pu faire ça dans un Word, mais en plus, ils ont travaillé un temps de la conjugaison. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment top. Le groupe numéro 4 a travaillé sur une activité qui concernait l'utilisation du clavier. Phase 1. Phrase sans accent, sans ponctuation, uniquement des lettres. La première phrase est affichée au tableau. Les élèves doivent la recopier. Certains ont leur touche majuscule verrouillée. La phrase du dessous correspond à ce qu'ils doivent obtenir. On remarque qu'il n'y a pas de changement à part la majuscule. Phase 2. On leur affiche une phrase avec des accents et de la ponctuation. On retrouve dans la seconde phrase des lettres avec des accents et de la ponctuation, ce qui va avoir un impact avec la touche majuscule verrouillée. Et voici le résultat que les élèves avec la touche majuscule verrouillée sont censés obtenir. Après chaque phase, un moment de mise en commun est prévu pour que les élèves puissent partager leurs impressions. Lors de la phase 1, tous devraient dire qu'ils ont obtenu le même résultat que la phrase au tableau. Seuls les élèves avec la touche majuscule activée observeront que les lettres sont alors en majuscule, mais qu'à part cela, rien ne change. Pour la phase 2, les deux groupes auront par contre deux résultats bien différents. À nouveau, le premier groupe devrait avoir la même chose qu'au tableau à part la majuscule de début de phrase. Par contre, pour le second groupe, il devrait expliquer qu'il y a beaucoup de lettres qui ne correspondent pas alors qu'ils ont appuyé sur la bonne touche. La phrase qu'ils ont normalement obtenue est alors affichée au tableau pour que tout le monde puisse la voir. On repère alors ensemble les différences et on essaie de comprendre la raison. L'objectif ici est de se rendre compte que lorsqu'on utilise la majuscule, on obtient le caractère qui se situe sur le haut de la touche. On obtient par exemple un « 2 » au lieu d'un « et », un « a » avec un tréma au lieu d'un « a » avec un accent circonflexe, ou encore un point d'interrogation au lieu d'une virgule. On explique alors que pour faire une lettre majuscule ou pour utiliser le caractère du haut d'une touche, on va privilégier les deux touches majuscules plutôt que la touche majuscule verrouillée qui fait perdre du temps. Suite à ces deux phases de découverte, une feuille de structuration va être distribuée. Il est simplement demandé de mettre en couleur les deux touches majuscules qui vont être utilisées pour mettre en majuscule une lettre ou pour obtenir le caractère du haut d'une touche. On peut voir aussi un petit tableau d'exercice pour vérifier sur papier la compréhension de la fonctionnalité de ces touches. Pour chaque caractère affiché, l'élève doit savoir si oui ou non, il a fallu appuyer sur la touche majuscule. Après la structuration, les élèves vont de nouveau pouvoir utiliser l'ordinateur et le clavier pour s'exercer. Une ou plusieurs phrases sont alors proposées pour s'exercer avec différents caractères et lettres majuscules. Ayant fait l'activité au moment de Pâques, nous avons proposé des phrases autour de ce thème. Il est évident que les phrases peuvent être modifiées au bon vouloir de l'enseignant. Ces phrases ont par ailleurs été créées par l'IA. La leçon en soi est terminée, mais il est évidemment intéressant de prolonger les exercices afin d'acquérir une meilleure connaissance du clavier. Comme première suggestion, nous proposons d'utiliser un site de dactylographie. Il en existe plusieurs. Celui choisi s'appelle EdClub. Vous allez voir deux exemples de niveaux différents. Nous avons le premier qui commence avec la base et voici un texte à recopier avec ce qui a déjà été vu. Comme vous pouvez le voir, il y a un retour en direct lorsqu'on fait une faute, il y a aussi moyen d'afficher ou non une aide avec le clavier et le positionnement des mains et à chaque fin de niveau, l'élève a un retour sur ses performances. Le site est gratuit, on peut créer des groupes et des comptes pour les élèves sans adresse mail et l'enseignant peut avoir un regard sur les performances et l'évolution de chacun.
Le gros avantage est que chacun peut avancer à son propre rythme. Ci-dessous, vous retrouverez d'autres sites qui permettent de travailler le traitement de texte avec les élèves à un niveau adapté. Le site Pix propose également un suivi automatique et personnalisé selon le niveau de l'élève. Sur Prof Etis et sur la salle des profs, on retrouvera des fiches d'activité. Voilà pour cette activité qui a sacrément bien fonctionné en toute franchise dans la classe, parce qu'en fait, les élèves n'avaient quasi jamais eu un PC devant eux dans cette classe-là, en tout cas un PC pour chaque élève. Et honnêtement, on a vu des belles choses de ce côté-là. Donc, merci. Et le site, effectivement, je vois que là, c'est en train de passer, parce que je sais que c'est passé vite dans la vidéo. Il s'appelle EdClub et il est repris. Voilà, on l'a partagé et il est de toute façon repris dans la fiche d'activité. Donc, s'il est passé un petit peu trop vite, rassurez-vous, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien de la fiche d'activité. Alors, dernier groupe pour notre diocèse. On va parler ici d'un projet, vous allez voir, qui est plutôt un beau projet qui a été mené du côté d'Anderlecht et qui reprend une activité entre plusieurs années, mais également plusieurs disciplines. Et on va avoir un petit témoignage de la part d'une référente derrière. On espère que tout va bien se passer parce que c'est une petite vidéo sur le format de bref qui est assez ludique. On va pouvoir lancer ça pour voir ce que ça donne. On a transformé un album papier en album numérique. Bref. Cette année, on a suivi une formation de référent numérique. Et à la fin de la formation, on nous a demandé de créer un projet, une leçon par le numérique. But ? Présenter ça lors du dernier webinaire de l'année. Normalement, ça devait être un projet simple. Bref. On a perdu le contrôle. On était 4 instituteurs, 4 écoles différentes, toutes proches d'Anderlecht. Et notre idée, c'était de partir d'un album papier pour le transformer en album numérique. L'album choisi ? La chèvre biscornue. L'histoire d'une chèvre un peu étrange qui squatte la maison d'un lapin et qui fait peur à tous les animaux qui essaient de la faire partir. C'est répétitif, les phrases reviennent souvent. Donc pour des premières primaires, c'est parfait pour travailler le savoir écouter et la compréhension. Tout ça, on l'a monté en très peu de temps. Très peu. Genre, bonne idée le lundi, panique vendredi. D'abord, les premières primaires fabriquent des masques d'animaux. Ils pensent qu'ils font du bricolage. Ils ne savent pas encore qu'ils vont devenir acteurs. On les photographie avec leurs masques pour recréer les illustrations du livre. Et là, on découvre que placer des élèves de première primaire exactement comme dans un album, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Un peu à gauche. Non, l'autre gauche. Regarde le téléphone. Pas si près. Pendant ce temps-là, les 5e et 6e primaires reproduisent les décors du livre. Parce que les personnages, c'était les petits. Ensuite on a utilisé remove.bg pour enlever les arrière-plans des photos. Puis on assemble tout dans Book Creator pour créer le véritable album numérique. Ensuite Didier et ses élèves enregistrent les voix avec Vocaro. Et là, on découvre qu'interpréter une chèvre vexée, ça demande du talent. Je suis la chèvre biscornue et j'ai 2 cornes très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. Ils lisent. Ils réécrivent les dialogues. Ils mettent l'intonation. Ils recommencent. Encore et encore. Puis, on mélange tous les décors, les photos, les voix. Et paf, notre album papier devient un album numérique. Puis arrive le grand jour. On commence sur le TBI. Les enfants découvrent l'histoire, repèrent les personnages et écoutent l'album une première fois. Ensuite, on lance les ateliers tournants. 2 ateliers papier, remettre l'histoire dans l'ordre et dessiner son personnage préféré. Et sur tablette, des exercices de compréhension. Associer les personnages, remettre des images dans l'ordre. Retrouver les bonnes réponses. Les élèves travaillaient en duo sur les tablettes. Et franchement, ça discutait beaucoup. Attends. Clique ici. Non, c'est la chèvre. Écoute encore. Et surtout, grâce à la synthèse vocale de Learning App, même les élèves non lecteurs étaient autonomes. Au final, les grands étaient fiers. Les petits étaient captivés. Et nous, on était fatigués. Mais on a surtout compris un truc. Le numérique en primaire, ce n'est pas juste utiliser une tablette. C'est créer ensemble. Notre classe, on a refait les décors et il y a les autres classes qui ont fait la voix et d'autres qui ont fait les personnages. Collaborer entre écoles. Mais aussi. Je voudrais montrer au sein de notre école où on est plus petit ce qu'on a fait pour qu'on puisse réaliser un autre projet avec eux. Bref, la chèvre était biscornue, mais notre projet a filé droit. Voilà.
une petite touche d'humour en plus. Franchement, c'était un projet qui valait la peine d'être vécu entre des 6e primaires, des premières primaires, dans des écoles différentes, avec ici une vidéo menée de main de maître, je tiens quand même à le dire, par Mélanie, qui n'est pas présente aujourd'hui, et qui en plus, cette année, était référente numérique et est devenue directrice en cours d'année. Donc, on a un peu mélangé les choses, c'était assez incroyable. Mais par contre, je pense que Marie va pouvoir peut-être monter sur scène rapidement. Salut Marie, tu vas bien? Salut, oui, super. Alors, tu vas un peu pouvoir nous partager, nous expliquer un petit peu ce projet très brièvement. Surtout, quelles étaient pour toi les plus-values que tu as trouvées dans cette activité? Déjà, une super grande motivation des enfants qui ont tous été investis à un moment ou à un autre du projet. Une très chouette collaboration inter-écoles, des chouettes échanges avec voilà, des instituts d'autres écoles, d'autres années aussi. Et puis par rapport au numérique, l'utilisation de tablettes, donc ça se faisait dans ma classe et mes élèves n'avaient utilisé tablettes qu'une seule fois auparavant. Donc c'était un petit peu ma crainte de me dire est-ce que ça va rouler ou est-ce qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris on a fait le choix d'avoir 2 ateliers papier en plus des ateliers tablettes et qu'on a aussi fait le choix d'utiliser Learning Apps qui est assez basique au niveau du look et de l'utilisation. Et en fait, franchement, ça s'est super bien passé. Je pense que les enfants ont vraiment adoré. Et puis, on a utilisé le TBI. Donc, c'est vrai qu'au niveau du visuel, c'est plus grand et plus lisible pour tous qu'un album papier. Donc, voilà, une très chouette expérience pour les enfants. Et je pense que je peux parler au nom de mes 3 collègues, au nom des collègues. C'était vraiment très chouette. C'était top, effectivement, avec justement un équilibre, comme tu dis, entre le connecté et le non connecté, et le fait d'utiliser la reconnaissance vocale, etc., dans Learning Apps pour que les élèves non lecteurs puissent participer. C'était super. Dernière question, et puis on va laisser Liège prendre la main. Si tu devais refaire l'activité ou si vous deviez refaire le projet, est-ce que tu changerais quelque chose? On a eu un petit couac au niveau d'une activité Learning Apps qui ne fonctionnait pas bien. Donc, c'est vrai que si on avait eu la possibilité de faire tester les applications par quelqu'un qui ne les connaissait pas, voilà, ça on aurait pu. Et puis, on a un peu travaillé dans le jus parce qu'on a eu une collègue qui est partie. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du temps, c'était un peu compliqué. Mais pourquoi pas le refaire en école sur une durée un peu plus longue pour faire les choses de manière plus posée. Parfait, super. Merci pour ton témoignage. Voilà, on va céder la parole aux collègues de Liège et on vous souhaite une bonne suite de soirée. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Benoît, ça va, tu vas bien? Il n'a pas mis son micro, Benoît. Je vais introduire un petit peu donc, le sujet. Donc, un tout grand merci en tout cas à tous les référents numériques et sur Liège. C'est vrai qu'on a vécu une belle année en tout cas avec tous nos référents, de chouettes activités. Tout le monde était vraiment dans la collaboration et dans la mise en place justement de ces fameuses activités. Et donc, on va commencer par le premier groupe. Donc, une activité qui a été vécue donc, dans l'enseignement spécialisé Saint-Joseph à Dolin. Donc, il y a Martin, Aurélia, Aurélie et Christophe donc, qui ont vécu cette activité-là. Et on va accueillir directement sur scène Aurélia et Aurélie qui sont là pour nous présenter justement vraiment une chouette activité. Donc, j'ai pu assister ça avec eux. C'est vraiment la création d'une BD en lien avec Book Creator, mais vous allez nous en dire plus les filles. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Donc, en fait, l'activité que nous avons réalisée, c'était la création d'une BD avec BD Birds qu'on a en effet compilée dans Book Creator. Alors, ça s'est passé donc dans une école spécialisée à Dolin, dans une classe, donc dans la classe d'Aurélia, qui est une classe de type 1 à type 8 de maturité 2. Donc, ça veut dire des élèves de 10 à 12 ans, de niveau à peu près de 2e primaire. Donc, il y avait 11 élèves et nous étions 6 adultes pour gérer l'activité, ce qui est non négligeable déjà. Donc, en amont, Aurélia avait travaillé avec ses élèves ce que c'était la BD, donc pour qu'ils sachent un peu de quoi on allait parler et ce qu'on attendait d'eux. Ce qu'on a commencé par faire, c'était d'abord leur montrer des exemples de BD qui avaient été réalisés avec BD Bird. On a distribué les tablettes qu'ils avaient déjà l'habitude d'utiliser en classe pour d'autres activités.
On a affiché le QR code au tableau. On leur a présenté globalement le site pour qu'ils sachent un peu à quoi ça ressemblait. C'était assez simple. Il n'y avait pas beaucoup de choses à modifier. Les enfants ont essayé de créer leur BD, donc on est passé auprès d'eux. Donc, comme on vous l'a dit, 6 adultes pour 11 enfants, ben, c'était assez confortable, mais c'était bien nécessaire parce que ça a permis de vraiment les aider et d'arriver à un produit fini. Ils ont après scanné un QR code pour pouvoir aller mettre leur BD dans Book Creator et ils ont ensuite enregistré leur voix pour ajouter au BD. Ensuite, on a ajouté toutes les BD donc de tous les enfants dans un seul et unique Book Creator qu'on a pu visualiser tous ensemble par la suite. Alors, le petit débriefing de l'activité, donc ce qu'on en a pensé, on s'était dit, heureusement que nous étions 4, enfin même 6 plutôt. On pense que ça aurait peut-être été possible de gérer l'activité seule, mais alors il aurait fallu mettre les étapes guidées au tableau. Il aurait fallu peut-être mettre le déroulement sur une feuille de papier pour aider les enfants et qu'ils aient le déroulement étape par étape à côté d'eux. Jean nous a proposé une idée, on aurait peut-être pu mettre des boîtes à eux pour créer pour chacun une petite case d'enregistrement, parce qu'ici, nous, on a sorti chaque élève un à la fois pour enregistrer sa voix dans le couloir. Si on est seul, ben, fallait peut-être trouver une autre solution. On a trouvé que c'était super chouette d'avoir réalisé une activité finie, ficelée et concrète en une seule heure de cours. Et par contre, on se disait qu'en maternelle, avec la classe entière, ce ne serait pas possible, mais peut-être alors un atelier de 2 ou 3 élèves, mais une classe entière pour gérer cette activité-là, ça, c'était pas concevable. Donc, quelques petites images de l'activité. On voit Aurélia qui présente donc le site BD Bird, les enfants en action sur leur tablette et sur l'écran de la TVI, tout en bas à gauche, une des pages du Book Creator. Et voilà donc ici le projet qu'ils ont réalisé et on a prévu de vous montrer, je crois, 2 ou 3 extraits. Je peux me marier avec toi? Mais t'es cinglé, mon gars! Bon, bah alors je ne veux plus me marier avec toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marc. Ok, Marc. Pas Marc tout seul. Marqueur. Ah bon? Apparemment, il y a un méchant corbeau. Ah, les méchants corbeaux, c'est moi. Allez, maintenant c'est moi le méchant. C'est trop chouette, en fait, à chaque fois qu'on les réécoute, on entendait dans leur voix comme ils étaient fiers et heureux de... Et ils se sont bien pris au jeu parce que c'est vrai, Aurélia nous avait aussi expliqué qu'elle avait travaillé avec eux l'humour dans la BD et la manière aussi de faire les voix. Et donc, on voit qu'ils avaient déjà un peu des traits de notes d'humour dans leur petite BD. C'était rigolo. Et pour rebondir, Alors, ils étaient quand même très très fiers de revoir après au tableau, je pense, la BD terminée justement avec. oui, Ils ont vu la rapidité dans laquelle ça a été fait. C'était vraiment très très chouette de vivre ça avec vous. c'était super valorisant, du coup, de pouvoir... Et Aurélia, peut-être qu'ils en ont reparlé par après. Oui, j'allais réagir à ça justement. Ils me demandent régulièrement pour refaire l'activité, recréer une BD. Donc ici, ça s'est pas mis depuis qu'on a créé l'activité ensemble, enfin, qu'on a vécu plutôt l'activité ensemble. Mais alors ici, sur la fin d'année, pendant les semaines un peu plus light, on va refaire ça. J'espère gérer toute seule, mais on va essayer de refaire ça avec eux. Sinon, on revient, c'est pas grave, on trouvera. Avec plaisir. Et donc, du coup, pour clôturer, les petites choses qu'on pensait qui pourraient peut-être être améliorées, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit de créer un petit tuto ou alors un mode d'emploi ou un tuto sur papier pour aider les enfants à les guider dans les différentes étapes. Montrer peut-être des exemples finis avant. Donc ici, on avait juste montré ce que c'était une BD, plus comment fonctionnait le site. Et alors, Martin nous a proposé une petite possibilité de dépassement. Il nous a parlé d'un site sur Educajou qui s'appelle AutoBD, sur lequel c'est le même principe. On peut aussi créer une BD comme sur BD Bird, mais où il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités. Donc,
quand ils sont déjà un peu à l'aise ou s'ils veulent en créer d'autres, bah voilà, ça pourrait être sympa. Et en bref, on a trouvé que c'était une super activité, que ça changeait un peu d'être dans une autre école et que c'était super riche parce qu'on découvrait les choses un peu différemment d'habitude. Voilà. Super, merci les filles. Très complet, très concret, donc impeccable. On va peut-être inviter Benoît maintenant à venir présenter les autres écoles de Liège. Oui, alors nous allons maintenant retrouver donc l'école de Pépaster. Donc c'était à l'école de Pépaster que l'activité s'est déroulée. Donc c'était avec Marjorie, Marie et les deux, Marie en fait, Marie Poulain, Marie Moore. On accueille Marie, donc qui va nous expliquer l'activité. Oui. Oui, Est-ce voilà qu'on Marie. m'entend? Oui, tout à fait. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc voici, nous avons mené une activité à Pépaster. Donc l'intitulé était comprendre l'utilité de nommer et de structurer ces documents numériques. Une activité qui a été largement inspirée de ce qu'on a pu trouver sur le site de la salle des profs. On retrouve le lien d'ailleurs ici sur la page. Voilà, tout à fait. Ouais. Et alors, l'activité, ça va arriver, hein. Tout va bien. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Donc ici, la trame de l'activité. Donc l'activité a été menée dans une classe de P3, P4 rassemblant 26 élèves. Nous les avons donc répartis en 7 groupes de 3-4 élèves et chaque groupe a reçu 4 dossiers intitulés vidéo, musique, photos et documents, ainsi que 16 étiquettes à classer dans ces 4 dossiers. Suite à cette activité de groupe qui a déjà duré un certain temps, nous avons réalisé donc en collectif une synthèse sur Xmind. Suite à cette synthèse, les élèves se sont retrouvés en groupe pour réaliser une petite activité, un exercice sur tablette qui consistait en fait en 2 géniali et qui retravaillaient la même matière. Et enfin, on a terminé par un classement de dossiers, sous-dossiers, sous forme d'enveloppes de différentes tailles et différentes couleurs, comme on peut le faire dans un ordinateur. Quant à la réactivation, c'était un petit devoir tiré d'une évaluation externe non certificative fin de P4 afin qu'ils puissent réaliser un petit exercice sur le même thème. Voilà, à la maison. Alors ici, vous pouvez visualiser des photos de la première partie de l'activité. Donc à gauche, les 4 dossiers distribués à chaque groupe et à droite, les petites étiquettes que les élèves ont reçues. Et alors ces étiquettes-là, en fait, elles ont été créées en fonction de ce que les enfants ont vécu durant l'année afin qu'ils puissent avoir des indices pour effectuer le classement. Dans ces étiquettes, nous avons mis en évidence, donc en orange, les raccourcis, parce que de temps en temps, l'intitulé ne suffisait pas, n'était pas suffisant pour classer dans le bon dossier. Donc vous voyez par exemple, Fancifère apparaît 2 fois avec 2 raccourcis différents, une fois JPEG et une fois MP4. Voilà, donc au cours de cette partie de l'activité, nous étions 4 pour encadrer et nous sommes passés dans les différents groupes pour essayer d'orienter l'attention des enfants sur ces raccourcis. Ah oui, donc une petite astuce, oui. Ce serait d'ajouter les logos des raccourcis. Voilà. Alors ici, vous visualisez la synthèse que nous avons réalisée avec les élèves en collectif, où chaque groupe a pu intervenir. Et donc, en fait, c'était simplement pour classer les différents raccourcis en fonction s'il s'agissait d'un document, d'une musique, d'une photo ou d'une vidéo. Alors, suite à ça, les élèves continuent à travailler
la même compétence, d'abord sous forme de Geniali, donc 2 Geniali différents, avec la tablette. Vous avez ici le lien et alors, après ces 2 exercices, nous leur avons distribué des enveloppes de différentes tailles. Normalement, il y a des petites flèches qui doivent apparaître, Benoît? Voilà, donc Ouais. ici en jaune, vous avez donc les dossiers, donc les plus grandes enveloppes. En vert et en rose, des sous-dossiers. Ils ont même mis sous-dossiers pour les petites étiquettes roses qui étaient un peu plus petites. Et en blanc, il y avait donc les fichiers à classer dans les différents dossiers. Et donc, c'est vraiment pour que les enfants puissent mieux visualiser le classement qu'on effectue virtuellement sur l'ordinateur pour pouvoir classer nos fichiers. Alors, ensuite, donc la réactivation, donc sur le devoir que nous avons distribué aux enfants, donc celui dont j'ai parlé en début d'activité, c'était un devoir tiré des évaluations externes de fin de P4. Dans un premier temps, les enfants devaient réagir, intervenir pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont retenu de l'activité. Donc ici, à gauche dans les bulles, vous avez des petits témoignages. Je vais les lire. Donc pour retrouver les fichiers, pour avoir directement les dossiers. Donc c'est à ça que ça a servi en vert, mais c'est plus facile pour s'y retrouver. On gagne du temps quand on cherche un fichier. Des Melines. MP4, ça veut dire vidéo et pas une musique. Baptiste. Et enfin, pour aller sur l'ordinateur, classer mes textes, photos et chansons. Donc, il y a bien sûr d'autres interventions, on n'a pas tout repris ici. Et alors, le petit exercice a été globalement très bien réalisé. Donc, les enfants semblent avoir bien compris l'activité. Voilà, je pense que c'est ici que ça se clôture. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie, pour ce partage. C'est vrai qu'on voit que ce genre de choses pourrait même nous servir à nous, je pense, parfois pour organiser nos dossiers, nos fichiers sur les ordinateurs. Je pense qu'il y a beaucoup des personnes présentes ici qui pourraient aussi apprendre à organiser leurs fichiers, leurs dossiers. Je crois que ça peut servir à énormément de monde. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. C'est gentil, merci. Alors ensuite, donc, on accueille ici Laurence qui va nous parler de l'activité testée donc à Stray, donc avec Véronique, Olivier, Françoise et Arnaud. Laurence, es-tu là? Oui, je suis là. Hein? Alors, donc moi, je me suis rendue dans l'école de Stray avec donc mes collègues, où nous étions dans une classe de P2, P3. On a eu la chance de pouvoir faire 2 ateliers différents avec chacun des niveaux. Et donc, on avait partagé une période en 2 ateliers. On a fait un premier sur création avec Digiface et Chatterpix et un autre qui parlait de Bluebots avec plus de la programmation. Donc, je vais vous présenter chacun des ateliers vécus par les enfants. Donc, le premier atelier parlait de Bluebots. Donc, on a appris à se déplacer sur un quadrillage, plus de la lecture de programmation. Donc, dans un premier temps, les enfants se sont déplacés eux-mêmes sur les pavés. Ensuite, se déplacer en suivant des flèches. Et donc, les mouvements, avancer, tourner, etc. Donc, c'était marrant parce qu'on a eu des élèves qui tournaient, se déplaçaient un peu comme des crabes. Et ensuite, on est passé à la partie avec le robot, où là, sur un plus petit quadrillage, ils devaient le programmer pour le faire avancer, d'abord sans obstacles et puis avec des obstacles sur la feuille. Et ensuite, on a utilisé l'application Bluebots pour que les élèves puissent tester sur les tablettes de déplacer le petit robot. Tu peux passer la suite. Oui. Hop. Donc, les enfants trouvaient cette activité très chouette. Ils n'avaient pas vraiment facile de verbaliser comment ils devaient se déplacer. Ils ont trouvé ça un peu plus compliqué aussi avec les obstacles, mais ils trouvaient trop cool de voir le petit robot qui avance et de faire avec l'application. Nous, on a vu une différence entre les filles et les garçons, parce que du coup, c'était les garçons d'un côté et puis les filles faisaient l'autre atelier. Et donc, ils avaient vraiment une manière différente de réagir. Les B3 aussi ont été plus matures et ont plus vite compris comment faire. Ils avaient quand même des difficultés à verbaliser ce qu'ils faisaient et à utiliser les bons termes, donc pour tourner, déplacer, avancer. Et ils ont eu plus dur du passage de la 3D à la 2D qui était plus compliqué. En prolongement,
ce serait bien de refaire l'activité chacun en solo sur une tablette avec les différents niveaux, parce qu'il y avait beaucoup de niveaux sur l'application, mais on n'a fait que le début. Et ensuite, en fait, ça amène à une programmation avec les blocs qui, ça, se font un peu plus tard dans les années scolaires. Alors, le deuxième atelier était en 2 parties. Donc, la première sur Digiface, les élèves étaient amenés à créer leur avatar avec la consigne que ça devait leur ressembler le plus possible. Ensuite, ils enregistraient leur avatar et on l'ouvrait sur Chatterpix où là, alors, ils pouvaient aller faire parler leur personnage pour pouvoir se présenter. Et quand c'était fait, on a chargé tous leurs personnages sur un digipad. Et chacun de nous a fait la même activité dans ses classes et a pu alors écouter les présentations des d'autres élèves. Et donc, on vous a mis un petit résultat final. Donc, c'était très chouette parce qu'en fait, c'est une élève qui ne parle pas à l'adulte. Et donc, même sa propre enseignante, c'était la première fois qu'elle entendait sa voix aussi bien, quoi. Salut, je m'appelle Clara, j'ai 10 ans et je suis dans la classe de Madame Véronique. Je vous fais des gros bisous. Voilà, donc les enfants ont adoré vraiment créer ça et puis aller pouvoir écouter ce que les autres avaient créé. Donc voilà, ils ont trouvé ça vraiment trop chouette, super facile, mais par contre certains n'aimaient pas se réécouter quand ils parlaient. Là, pareil, on a vu une différence entre les filles et les garçons, où les filles ont été beaucoup plus appliquées pour créer leur avatar qui leur ressemblait, que les garçons, ils voulaient être un peu plus avec des lunettes de soleil, des cheveux bleus, etc. Les P2 aussi plus jouettes là-dessus, mais une prise en main super facile des 2 applications pour tous les enfants. Et donc, en prolongement, on a fait le partage du digipad dans nos différentes classes. Ça serait une chouette activité à refaire avec d'autres classes ou parfois même dans une école pour chaque niveau qui se présente. Et nous, on a fait le partage du digipad entre différentes écoles. Et donc, si vous voulez refaire ces 2 activités, donc pour Bluebots, c'est l'application Bluebots. Nous avons aussi eu la chance d'avoir eu les petits robots pour pouvoir les faire se déplacer. Le site Digiface de la Digitale pour pouvoir créer les avatars. Nous avons aussi utilisé une fiche étape créée par les trésors de Madame Margot sur Facebook et Instagram. C'est disponible gratuitement sur son Drive. Et alors, l'application Chatterpix et le site de la Digitale pour créer le digipad où on partageait tous les Digiface créés. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup Laurence pour ce partage. Vraiment une activité vraiment très riche avec de nombreuses compétences travaillées. Marc? Super intéressant en tout cas, et c'est là où on voit, on parlait de la facilité parfois que les enfants ont grâce au numérique à prendre la parole. Profitons-en parce que c'est un vrai bel outil. On va enchaîner, Benoît. On va passer à Mathieu. J'avais envie de le présenter, Mathieu. Je suis content de pouvoir l'accueillir. Mathieu qui va nous permettre de faire le tour du Hainaut. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Nous allons effectivement partir sur le Hainaut avec un premier groupe qui a décidé de travailler du côté de Comines, Moucron, Pec et Tournai sur le travail d'une compétence par le numérique. Et donc, ils ont utilisé un outil numérique qui s'appelle Wayground. Alors, certains le connaissent peut-être déjà avec le nom de Quizzes. Et ils ont été faire un tout petit peu d'évaluation formative dans les écoles. Alors, comme ils ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui, je vous propose d'écouter la petite vidéo et les commentaires qu'ils nous ont laissés ce soir. Donc, en 1, on se conserve jusqu'à 10 heures. Après, ici, en fait, on va tester donc l'humeur du jour, comparer les quantités, les pronoms personnels, les états de l'eau. Attention, question suivante. On bouge plus une fois qu'on a tourné. Le petit garçon fait un bonhomme de neige. Donc à vous de savoir par quoi on peut remplacer. Si c'est il, c'est avec un A. Si c'est LB, si c'est il avec S, c'est toujours la même chose, hein, d'accord? Les 2 pouces sur les pouces. Allez, on met bien en l'air qu'on puisse voir. On choisit sa réponse. Sharon, Sharon, tournez la carte. C'est
Oui, c'est bon, c'est bon. Et toi, tu mets ton pouce Ici, c'est tout noir devant. Toute la carte. Oui, c'est encore le priorité, monsieur. Vous pouvez toujours avoir les petits pouces du côté Je de pense votre que je les ai tous. Alors, entre 5 et 4, regardez le signe. 5. Voilà, j'ai 6 réponses. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui n'a pas encore répondu. Moi, j'irai. Il y a Ah, voilà. Tout le monde a bon. On continue. L'autre, il fait. Voilà, tout le monde a bon. Super. On passe à la tablette. Quel est l'état de l'eau? Donc vous avez une photo, hein? Regardez bien le. Je vais mettre en plus grand. Ouais. La photo, est-ce qu'elle est à l'état solide? On passe à la tablette. Des prérequis, notamment dans l'utilisation des supports numériques, comme allumer la tablette, scanner les QR codes, font partie des apprentissages. C'est de même pour les cartes à manipuler. Le déplacement, le positionnement des cartes demandent de l'entraînement. À vérifier car ça risque des erreurs confuses hors matière. La connexion est importante également, car un problème de connexion, ça reste un grand frein et ça peut perturber l'activité. On a vraiment ressenti une participation active des enfants. On les a vraiment trouvés très motivés. Plusieurs possibilités sont envisageables, telles que mettre en pause afin de permettre à tous les élèves de répondre à leur rythme, l'occasion de diversifier les réponses, une seule ou plusieurs, mais aussi de mettre en place un système anti-triche, notamment lors des évaluations. Cette application, elle peut être réalisée en grand groupe, mais également en individuel, lors d'ateliers en autonomie, par exemple. Donc voici encore une image, et donc vous avez compris qu'avec Wayground, durant la vidéo, on a vu le côté enfant, et bien de l'autre côté, il y avait effectivement un écran qui diffusait les questions et également les différentes réponses possibles. Dans notre groupe suivant, on a eu un petit défi autour de l'intelligence artificielle, et donc nos enseignants, nos référents ont décidé d'aller explorer un petit peu différentes intelligences artificielles et de voir à chaque fois comment nous pouvions travailler des images. Et pour nous expliquer tout ça, eh bien, j'appelle Richard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense même que Gwendoline Nous allons doit vous être là présenter quelque une part. activité basée sur la rédaction de prompts à partir de textes descriptifs dans le but d'imager nos recherches via l'intelligence artificielle. Avant de présenter concrètement notre activité, il nous semblait important de rappeler le cadre pédagogique dans lequel elle s'inscrit, l'enseignement explicite. L'enseignement explicite repose sur une idée centrale: rendre les apprentissages visibles et accessibles à tous les élèves. Il ne s'agit pas seulement de donner une consigne et de laisser les élèves se débrouiller, mais bien de leur montrer clairement ce qu'ils doivent apprendre, pourquoi ils l'apprennent et comment ils peuvent y parvenir. Cette approche se construit généralement en plusieurs temps. D'abord, nous clarifions les objectifs afin que les élèves sachent précisément ce qui est attendu. Ensuite, nous modélisons la démarche. L'enseignant montre, explique, verbalise sa réflexion et donne des exemples. Vient ensuite une phase d'entraînement guidé durant laquelle les élèves réalisent la tâche avec l'aide de l'enseignant, des supports et des feedbacks réguliers. Progressivement, l'aide diminue pour permettre aux élèves de s'exercer
de manière plus autonome. Enfin, les apprentissages peuvent être réinvestis dans d'autres situations afin de vérifier s'ils sont compris et donc transférables. L'intérêt de cette démarche est qu'elle sécurise les élèves, réduit les malentendus et donne des repères clairs. Elle permet aussi de mieux accompagner les élèves plus fragiles sans pour autant baisser les exigences. En résumé, l'enseignement explicite vise à structurer les apprentissages pour permettre à chacun de progresser avec davantage de confiance et d'autonomie. Voilà, Richard, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en live. Non, je pense que c'était très très clair. Ok, super. Et donc, je te propose de passer directement à la suite. Passons maintenant à la partie plus administrative et à la structure générale de notre leçon. Cette activité s'inscrit principalement dans 2 disciplines, le français et la formation numérique. En français, nous travaillons surtout les compétences de lecture et d'écriture. Les élèves doivent d'abord lire un texte descriptif, y prélever les informations explicites importantes, puis les transformer en une production écrite particulière, un prompt. Du côté numérique, l'activité permet de travailler l'interaction, la communication, le partage et la collaboration. Les élèves ne sont pas seuls face à l'outil. Ils échangent, comparent leurs choix, justifient leurs idées et observent ensemble les résultats obtenus. L'objectif de l'activité est donc clair. À la fin de la leçon, les élèves doivent être capables de produire un prompt après la lecture d'un texte descriptif afin de générer une image représentative à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour mener cette activité, nous avons prévu des textes descriptifs sélectionnés à l'avance, un support numérique pour 2 élèves, des surligneurs, un projecteur, l'ordinateur de l'enseignant et une connexion Internet. Enfin, au niveau de la durée, nous avons prévu au minimum 2 fois 2 périodes. Cela permet de ne pas se limiter à la simple génération d'images, mais de prendre le temps de lire, analyser, rédiger, tester, ajuster et verbaliser les apprentissages. Voici maintenant le déroulement concret de la leçon, construit selon les principes de l'enseignement explicite. Nous commençons par une première phase de modelage. À ce moment-là, nous expliquons ce qu'est un prompt, à quoi il sert et pourquoi il doit être précis. L'objectif est que les élèves comprennent qu'un prompt n'est pas une simple phrase, mais une consigne structurée qui permet à l'intelligence artificielle de produire un résultat proche de ce que l'on souhaite obtenir. Dans un deuxième temps, nous réalisons un modelage plus complet à partir d'un texte projeté. Nous lisons collectivement ce texte, puis nous montrons aux élèves comment repérer les informations importantes, les personnages, les lieux, les actions, les objets, les couleurs, l'ambiance ou encore les détails visuels. À partir de ces éléments, nous rédigeons un prompt devant eux, puis nous générons une image afin de montrer le lien entre le texte de départ, le prompt rédigé et le résultat produit par l'intelligence artificielle. Ensuite, les élèves passent à une phase de pratique guidée. En petits groupes, ils lisent un court texte, surlignent les mots ou informations importantes, puis rédigent un premier prompt. Une mise en commun permet alors de comparer les propositions, améliorer les formulations et de rappeler les critères d'un prompt efficace. Après cette étape, nous passons à une pratique plus autonome. Les élèves travaillent à nouveau en petits groupes, mais avec davantage d'indépendance. Ils identifient eux-mêmes les éléments importants du texte et rédigent leurs prompts sur tablette ou ordinateur. Par choix pédagogique, les élèves n'utilisent pas directement l'IA. Ils nous envoient leurs prompts, ce qui permet de garder un cadre sécurisé et maîtrisé. Enfin, la leçon se termine par une comparaison orale des images générées. Nous observons
ce qui correspond bien au texte de départ, ce qui manque, ce qui pourrait être modifié, mais aussi les différences entre les images issues d'un même texte. Cette dernière étape est importante car elle permet de développer l'esprit critique des élèves et de montrer que la qualité du travail dépend fortement de la précision du prompt. Alors, dans cette étape, c'est vraiment important de souligner également que les enfants n'ont pas utilisé l'intelligence artificielle directement, puisque on sait qu'au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, il faut attendre d'être en secondaire pour pouvoir le travailler correctement. Mais par contre, on a travaillé l'expression écrite, on travaille l'esprit critique, on travaille la différence d'images qui sont créées avec différentes intelligences artificielles. Et donc finalement, l'intelligence artificielle et l'outil numérique ici est un prétexte également pour travailler plein d'autres choses en amont dans d'autres compétences. On continue, Richard? Oui. En résumé, nous avons modelé la notion de prompt et nous l'avons exemplifié. Nous avons ensuite lu un texte ensemble, repéré les éléments importants du texte pour rédiger un prompt lisible et détaillé. En passant à la pratique guidée, nous avons laissé plus de liberté aux enfants en interagissant avec eux pour les guider au besoin. Pour la pratique autonome, les enfants ont travaillé par groupe de 2-3 afin de lire leur texte, mettre en évidence, rédiger leur prompt. Il sera ensuite envoyé par mail à l'enseignante qui l'introduira dans l'IA, Gemini ou ChatGPT, dans le souci de comparaison et pour plus de sécurité. L'enseignant rédige donc le prompt et génère l'image. Avant de diffuser l'image aux enfants, l'enseignant va vérifier qu'aucun élément dit dérangeant pourrait se trouver sur celle-ci. Nous comparons ensuite les prompts afin de voir l'importance de la précision et des détails et surtout comment améliorer ce premier travail dans ce domaine. Richard, je te laisse expliquer les résultats Alors, oui, obtenus. parce qu'il n'y a pas de... Mais voilà, donc là, on a fait exprès de travailler sur 2 groupes différents, avec 2 intelligences artificielles différentes. Donc, on peut voir, par exemple, que quand on écrit un prompt, on a d'abord parlé de la petite fille rousse, et donc c'est elle qui apparaît en première dans les différents cas, en fait. Et on voit vraiment toutes les différences qu'il peut y avoir. Il y a une autre image qu'on n'a pas mise volontairement. On aurait peut-être pu le mettre au niveau sécurité. C'est un texte qui vient d'un livre pour enfants donc de 8 à 10 ans. Et on décrit une maison un peu délabrée. Ben, il y a des tags avec des insultes dessus. Donc voilà, là, la preuve qu'il ne fallait pas laisser ça directement aux mains des enfants. L'œil de l'enseignant permet justement ce filtre. Et puis, ben, on ne sait jamais, l'enfant peut faire une fausse manipulation et partir un peu n'importe où, même s'il y a un filtre qui est déjà là. Et puis, il y a les règles, vraiment les lois que l'on doit respecter, quoi. Donc, voilà. On a tendance parfois à dire qu'enseigner par l'enseignement explicite, c'est compliqué, ça met beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as participé à l'activité? J'en pense qu'on en fait parfois sans le vouloir, en fait. Moi, j'en fais énormément au niveau conjugaison. Alors, on pourrait se dire, par exemple, que ça peut prendre énormément de temps au niveau de la préparation ou quoi, mais il faut pas spécialement des heures et des heures de préparation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient mettre un cadre, comme je dis toujours, on vient avec une route qui est très sécurisée avec l'enseignement explicite. Si à un certain moment, l'enfant sort sans qu'il sort légèrement de la route, il a toujours la route en visu et il sait comment revenir dessus. Donc ça, c'est l'image que je donne toujours à mes élèves de l'enseignement explicite quand je travaille là-dessus avec eux. Pour prolonger cette activité, plusieurs pistes peuvent être envisagées en P5 ou en P6. Une première possibilité serait de transformer les images générées en bande dessinée. Les élèves pourraient partir d'un texte descriptif, générer plusieurs images correspondant à différents moments de l'histoire, puis ajouter des bulles, des cartouches narratifs
ou des dialogues. Cela permettrait de travailler la chronologie, le récit, la ponctuation du dialogue et la cohérence entre le texte et l'image. Un deuxième prolongement possible serait de demander aux élèves de comparer plusieurs images générées à partir d'un même texte. Ils devraient alors justifier quelle image est la plus fidèle au texte de départ, quels éléments sont corrects, lesquels sont absents ou mal interprétés, et comment améliorer le prompt. On travaillerait ici la lecture précise, l'argumentation et l'esprit critique face aux productions de l'intelligence artificielle. On pourrait également imaginer une activité d'écriture inverse. Les élèves reçoivent une image générée par l'IA et doivent rédiger le texte descriptif correspondant. Cela permettrait de retravailler le vocabulaire, les adjectifs, les accords, les compléments du nom, les repères spatiaux et la précision de la description. Une autre piste serait la création d'une affiche ou d'un carnet de règles pour rédiger un bon prompt. Les élèves pourraient construire collectivement une grille avec les éléments indispensables: qui, où, quoi, quand, ambiance, détail, visuel, style de l'image. Cette trace pourrait être réutilisée par la suite dans d'autres activités. Enfin, on pourrait aller vers un projet plus créatif, comme la réalisation d'un conte illustré, d'un récit historique, d'un carnet de voyage imaginaire ou d'une exposition numérique. Les élèves rédigeraient les textes, produiraient les prompts, analyseraient les images obtenues, puis présenteraient leur travail en classe. Ces prolongements permettent donc de dépasser la simple utilisation de l'outil numérique. L'objectif reste bien pédagogique. Lire avec précision, écrire de manière structurée, enrichir le vocabulaire, collaborer et développer un regard critique sur les images produites par l'intelligence artificielle. J'ai passé la dia de prolongement parce qu'on est un petit peu en retard, hein. Je Ok. vois Marc qui apparaît, donc ça veut dire qu'on est un petit peu en retard. Et donc S'il est on là, passe c'est pas au bon groupe signe. suivant et Stéphane nous a rejoint directement pour nous expliquer ça. Oui, donc ici, c'est l'enseignante qui avait décidé de travailler sur Canva pour faire des affiches, et notamment une affiche publicitaire. Et donc, elle a utilisé aussi l'enseignement explicite. Donc, si tu passes la dia suivante. Donc, on va pas répéter toute cette dia parce que le groupe d'avant a parfaitement expliqué, hein, les différentes étapes. Et donc, ici, pour son modelage, elle avait créé des tutos, hein, où elle va expliquer dia par dia les différentes étapes. Donc ici, on voit, elle est dans la barre de recherche, rechercher le document A4 portrait. Puis, il fallait taper le thème pour retrouver un arrière-plan par rapport à la fiche, hein, selon le souhait de l'élève ou du groupe. Ensuite, on peut voir qu'il fallait choisir des éléments, hein. Donc tout ça, c'était des étapes, comme dans l'enseignement explicite, et que c'était très, très clair pour les élèves, hein, après, il n'y avait plus qu'à reproduire. Donc ici, il fallait choisir des éléments, toujours en tapant dans la barre de recherche, hein, selon ce qu'ils comptaient faire comme affiche publicitaire. Et alors après, évidemment, il y avait du texte, hein, en fonction du choix du groupe et pour effectuer un slogan. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être de finalement refaire la même chose. Donc là, c'est dans le modelage, c'est simplement l'enseignante, hein, qui monte. Après, sans rentrer dans les détails, donc il y a la pratique guidée où les enfants, ils refont la même chose, mais tandis que là, ils ne regardent pas leur enseignante, mais ils vont faire en même temps. Et pour après passer à l'étape 3, qui va être finalement ici, c'était par groupe de 3, ils ont réalisé des affiches publicitaires. Et c'était dans le cadre justement du cours de formation économique et sociale. Et alors après, à la dia suivante, je pense que l'enseignante a mis des affiches, hein, pour montrer quelques exemples. Donc ici, voilà, vous voyez des exemples de ce qu'ils avaient pu créer, en sachant que l'enseignante avait bien dit que c'était vraiment la toute première fois, hein, qu'ils utilisaient Canva et qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec du numérique. Donc on voit aussi que l'enseignement explicite a vraiment aidé d'avoir un résultat très 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 rapide. Et on voit que les designs, ils sont vraiment très très sympas. Donc voilà, on va pas passer plus longtemps parce qu'en plus on doit regagner du temps.
Et donc, du Et coup, on on va va passer inviter. au dernier groupe. Ah, je vais le faire si tu veux, Mathieu. Vas-y, je t'en prie. On va passer au dernier groupe de la soirée, hein, qui était de nouveau un book creator. Et donc, c'était une autre façon de travailler que ce qu'on a vu tantôt précédemment. Et là, c'était Pascal et Nicolas. C'était dans l'école de Pascal, hein. J'ai eu la chance de pouvoir observer tout ça. Et donc, du coup, on appelle Pascal. Est-ce que tu es là, Pascal? Voilà. Si tu peux, ton micro. Et voilà, je te laisse la parole pour Oui, voilà. présenter alors du coup cette activité. Merci à toi. Voilà, bonsoir à tous. Donc avec Nicolas, on était parti sur une découverte. On voulait apprendre à découvrir Book Creator. Et donc le sujet était d'aller rechercher les informations des grandes villes de Belgique. Donc la première étape, ça a été d'abord de composer, chercher des informations des grandes villes sur une carte d'identité à compléter, essentiellement via le web. C'était surtout avec Wikipédia, évidemment, qui est le plus complet. Et là, ça a pris quand même deux périodes de recherche. Une fois que les fiches étaient complètes, alors on a pu commencer à découvrir Book Creator. Et là, je leur ai montré un exemple de Book Creator avec les différents réglages et les petites explications pour le premier fonctionnement. Alors, Book Creator est assez intuitif, évidemment, et donc ils s'en sortent assez vite. Je viendrai après sur les différentes difficultés qu'on a rencontrées. Et donc là, on voit quelques enfants qui ont déjà commencé à prendre quelques photos et mettre du texte sur leur première page ou deuxième page de Book Creator. On a donc ici trois exemples qui ne sont pas terminés, mais qui sont déjà en bonne voie de composition. Ça a été fait en demi-groupe. Bon, le deuxième groupe travaillait en lecture, et donc on a eu la chance d'avoir aussi un PC pour chaque enfant. Dans les difficultés principales, évidemment, mais c'est ce qu'ils ont appris, évidemment, c'est aussi de rédiger, donc de respecter l'orthographe, de cadrer dans la mise en page, pas toujours facile de mettre en évidence plutôt tel élément que tel autre élément. Alors, une difficulté sur Book Creator qu'on a rencontré, qu'on ne savait pas, c'est qu'on ne sait pas faire copier-coller avec un compte gratuit. Et donc, il a fallu apprendre à enregistrer sa photo dans son PC et à la rechercher pour la replacer après. Et aussi de pouvoir manipuler dans les paramètres l'accès à un deuxième Book Creator pour qu'il crée le leur. Sinon, il reste sur le modèle qui est déjà présent. Alors, la grosse difficulté, là, je n'ai pas anticipé, je me suis un peu laissé piéger, c'est que j'ai laissé libre le format en paysage. J'ai perdu le nom, ça y est. Les deux formats, on a 4 paysages. Alors, on ne sait pas les regrouper tous au même format, évidemment. Mais ce n'était pas le but premier, c'est pas grave. Donc, si jamais vous voulez en faire une et vous voulez grouper tous les livres en un, il faut que tous les enfants travaillent sur le même format dès le départ. Alors, j'ai même un élève qui a, 2 élèves d'ailleurs, qui ont créé un autre compte et qui ont commencé à créer un Book Creator, l'un pour l'anniversaire de son papa avec des images, et l'autre a fait un reportage sur ses vacances. Et donc, évidemment, ils sont très motivés et tous les jours, ils me tannent pour voir si on peut continuer apprenant mettre quelques PC en classe à tour de rôle pour aller avancer un petit peu dans leur Book Creator. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, ils auront complété. Sinon, ils peuvent le faire de chez eux puisque chacun est connecté via Microsoft avec son compte Microsoft sur Book Creator. Oui, dans ton cas, du coup, comme j'ai pu observer, chaque élève a son adresse mail Microsoft. Oui. Et donc, du coup, ça te permet de leur créer chacun un compte. Même si C'est on ça. pourrait avoir d'autres stratégies, hein, avec des codes QR ou créer des On peut aussi, bibliothèques. tout à Mais fait. toi, tu avais fait ce choix, en tout cas. Comment travailler que sur le chaque- PC, pas sur tablette. Comme chaque enfant est relié à Microsoft Éducation à l'école, via ça, ils savaient atteindre Book Creator facilement. Voilà, donc avec Nicolas, depuis le départ, on s'est dit ne pas chercher trop compliqué parce qu'on voulait exploiter un outil assez simple pour ne pas trop se planter. Et donc, ni trop long dans le temps non plus. Et je pense que Book Creator, on le connaissait tous les deux un petit peu, on n'avait jamais exploité avec les enfants. C'est vraiment une belle découverte. Et il y a eu pas mal d'apprentissage, autant en français que dans le contenu sur les informations des villes, mais aussi évidemment dans tout ce qui est travail de l'image et la manipulation aussi des dossiers, d'aller rechercher à bon endroit la bonne photo. On a même découvert aussi les différents formats de photos qui étaient compatibles ou pas, pour
pouvoir les replacer et les copier et les coller. Voilà. Super, merci Pascal, c'était un super beau projet en tout cas. Et on espère que les enfants auront l'occasion de le terminer et tu nous l'enverras sur le Digipad également, comme ça on pourra le communiquer Merci aux Pascal. participants. Merci à vous aussi pour l'aide. Voilà Marc, je te cède la parole. Donc voilà, on arrive au bout de ce webinaire, un webinaire qui fut semé de plein de graines, des graines plantées par les référents numériques. Et franchement, c'est de très 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 belles découvertes que celles que l'on a fait. Et on voudrait vraiment dire un énorme merci d'entrée de jeu à tous ces référents numériques qui se sont regroupés, qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont préparé des activités, qui ont accepté aussi que les gens viennent dans leur classe voir ce qui se faisait. Si vous avez envie, vous aussi, l'année prochaine, de participer dans ces groupes de travail, franchement, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, pour ce qui est des fiches pédagogiques qui vous ont été proposées, sachez qu'elles seront et qu'elles sont disponibles dès maintenant sur le Digipad des formations. Il y a aussi l'accès qui est là en direct si vous les voulez. Elles sont vraiment reprises là en continu, donc il faut simplement aller d'une à l'autre pour pouvoir les découvrir toutes. Donc il y a la slide qui vous dit aussi, donc la suivante, que vous pouvez aller sur le fameux Digipad sur lequel vous retrouvez l'ensemble des contenus de tous les webinaires que nous vous avons proposés là maintenant. Et puis, on continue en disant qu'il y aura plus tard, Mike vous en a déjà touché un mot, sur la salle des profs, donc une remise en forme de tout un tas de fiches qui nous ont été proposées là maintenant, avec donc une présentation beaucoup plus stéréotypée, entre guillemets, salle des profs. Et vous aurez droit à accès donc aux fiches d'exercices que l'on va retravailler, que l'on va vous reproposer. Ça, ce sera pour début de l'année scolaire prochaine. Alors, pour ce qui est de la suite maintenant, qu'est-ce qui nous attend? C'est l'équipe des CTP, évidemment, qui sera là. Alors, là, c'est l'IA qui a décidé de nous transformer un petit peu. Alors, on va mettre les vrais visages. Je pense que ce sera plus parlant parce qu'il y en a où l'IA a un peu triché. Je ne sais pas. En tout cas, elle estimait pour certains qu'il valait mieux nous corriger un peu. Voilà. En tout cas, Jean, Stéphane, Françoise, Benoît, Vinciane, Mathieu, François, Benoît, Mike et moi-même, on voudrait vous remercier parce que voilà, c'est toujours un plaisir de vous savoir derrière l'écran. On a officié pour tenter de vous faire plaisir, vous donner un maximum de choses. On espère que ça a été le cas. Et pour ce qui est de l'année prochaine, là maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on l'espère, encore plein de belles choses au programme. Voilà, ça c'est le lien d'évaluation qui est déjà dans le Digipad et qu'on pourrait mettre aussi dans la conversation, pour ceux qui sont en direct. Mais donc, qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine? On espère encore pas mal de rencontres avec les référents numériques dans ce processus. On espère encore pas mal de webinaires aussi ou d'autres moments d'interaction. N'hésitez pas à nous le faire savoir justement via l'évaluation qui est là. Vous êtes invités à laisser des commentaires. Donc voilà, mettez-le. On aimerait avoir un webinaire sur tel sujet. On aimerait avoir des interventions plus ciblées sur... Dites-le nous et nous pourrons ainsi répondre plus amplement à vos attentes pour l'année prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre, les CTP qui sont là maintenant derrière leur petit écran. Je vois qu'il y a Mike qui vient d'apparaître. Marc, je me permets d'intervenir pour pouvoir réinsister. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais en tout cas, on a bien dans l'idée de reproduire le processus qui a été vécu cette année par les référents numériques, parce que j'ai vu l'un ou l'autre commentaire en disant peut-être intéressé pour l'année prochaine et autres. Je ne sais pas si c'est le processus, mais si autour de vous, vous connaissez des référents numériques ou vous connaissez des enseignants qui se disent que potentiellement c'est une tâche qu'ils aimeraient endosser, motivez-les, dites-leur qu'ils doivent rester toujours attentifs à ce qui passe, parce que franchement, maintenant on l'a vécu cette année, on va peut-être un peu le modifier dans la forme, mais sur le contenu, quand on voit qu'on a quand même 13 belles fiches d'activités,
ça nous donne envie et ça nous motive de pouvoir continuer. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et en tout cas, moi, j'ai découvert les activités, avant de donner la parole à Jean, mais j'ai découvert les activités et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte que le matériel ne doit pas être un frein, que les enfants, quand on leur fait confiance, sont capables d'énormément de choses. Et puis, j'ai remarqué aussi, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais je pense que oui quand même, il y a pas mal de réinvestissement de ce que l'on donne en formation ou que l'on a présenté en webinaire. Ça veut dire que vous êtes attentifs, donc un grand merci pour ça aussi. Jean, tu voulais dire quelque chose ? Non, je levais le pouce pour dire que c'était nickel. Merci à tout le monde. Et juste pour dire à tout le monde aussi qu'on est vraiment une belle équipe de conseillers technopédagogiques très soudés et qu'on peut être fier de nous en tout cas. Et moi, je suis fier de travailler avec tout le monde ici présent en tout cas. Quelle richesse, quel bonheur et quelle complicité on peut avoir entre nous aussi et en off aussi. Donc voilà, merci à tout le monde. Et donc voilà, avec très peu de retard en plus, bravo à toute l'équipe, bravo à tous les référents aussi qui ont participé à ce webinaire. Et donc là, belle dernière ligne droite, parce qu'on y est, hein, vous imaginez, on est déjà en juin. Donc belle dernière ligne droite dans cette année scolaire et rendez-vous en pleine forme après des vacances bien méritées. Si, on insiste bien méritées. Rendez-vous l'année prochaine. Au revoir tout le monde.